Je m'appelle Joshua. J'ai 32 ans et il y a 10 ans, le jour où j'ai obtenu mon diplôme summa cum laude en architecture, j'étais assis seul dans un restaurant délabré, portant ma toge et ma toque, parce que mes parents m'avaient dit que je n'étais pas le bienvenu à la maison. Avant de vous parler du mariage à $100 000 qui les a finalement réduits au silence pour toujours, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. J'aime toujours voir jusqu'où ces histoires voyagent. C'est drôle comme l'odeur de graisse et de café rassis peut déclencher un souvenir aussi vif. Même maintenant, une décennie plus tard, assis dans mon bureau avec vue sur la skyline que j'ai aidé à concevoir, je peux fermer les yeux et me retrouver dans cette cabine chez Jerry S, un restaurant ouvert 24h24. Le siège en vinyle était fissuré, pinçant l'arrière de ma cuisse, et le climatiseur bourdonnait d'un air cassé et cliquetant. Je devais avoir l'air ridicule. Un homme de 22 ans vêtu d'une toge de fin d'études noire flottante. Une toque avec un gland doré posé sur la table à côté d'une bouteille de ketchup. Fixant d'un regard vide un menu que je ne lisais pas. Je ne le lisais pas parce que je ne pouvais pas voir les mots. Mes yeux brûlaient, retenant des larmes que je refusais de laisser couler. Les hommes de ma famille ne pleuraient pas. C'était la leçon numéro 1 de mon père, Robert. La leçon numéro 2 était que Joshua, moi, était le plan de secours, le filet de sécurité, le fils invisible. Pour comprendre pourquoi j'étais assis là alors que les familles autour de moi trinquaient et prenaient des photos, il faut comprendre l'appel téléphonique que j'avais reçu ce matin-là. C'était censé être le plus grand jour de ma vie. 4 ans de nuit blanche, à boire des boissons énergisantes bon marché, à travailler 3 emplois à temps partiel pour payer les frais de scolarité, et à dormir à la bibliothèque. Je l'avais fait. J'avais fini premier de ma promotion. J'avais appelé ma mère, Linda, à 7 heures. J'étais assez naïf pour penser que peut-être, juste peut-être, l'ampleur de la journée changerait les choses. Maman, avais-je dit, la voix épaisse d'excitation. La cérémonie commence à 10 heures. J'ai gardé des places pour toi et papa juste au premier rang. Je sais que c'est un trajet, mais si vous partez maintenant. Elle m'a coupé la parole. Sa voix n'était pas endormie. Elle était frénétique, stressée. Le genre de stress qui vient de la planification d'un couronnement, pas d'une remise de diplôme. Joshua, pourquoi appelles-tu si tôt? Tu as réveillé ton père. C'est le jour de la remise des diplômes, maman, dis-je, l'excitation s'échappant de moi comme l'air d'un pneu crevé. Tu as promis. Il y a eu un soupir à l'autre bout du fil. Un long soupir lourd que j'avais entendu 1000 fois auparavant. C'était le son de mon existence étant un inconvénient. Écoute, Josh, dit-elle, laissant tomber le UA comme si elle ne pouvait pas prendre la peine de finir mon nom. Les plans ont changé. L'anniversaire de Caleb est ce week-end. L'anniversaire de Caleb était il y a 3 jours, ai-je argumenté. Caleb était mon frère aîné, l'enfant chéri, celui qui ne pouvait rien faire de mal, bien qu'il n'ait jamais gardé un emploi plus de 6 mois. Et aujourd'hui, c'est ma remise de diplôme universitaire. Oui, mais le temps est parfait aujourd'hui, dit Linda, son ton passant à cette hauteur défensive qu'elle utilisait quand elle savait qu'elle avait tort mais ne voulait pas l'admettre. Ton frère voulait sortir le bateau. Nous avons loué ce beau ponton à la maison du lac. C'est une grande fête, Joshua. Tout le monde vient. Tante Patricia, les cousins, les voisins. Tout le monde vient, répétai-je, ma prise se resserrant sur le téléphone. Tout le monde sauf moi. Eh bien, nous ne pouvions pas exactement caser la remise des diplômes, n'est-ce pas? Elle rit. Un son nerveux et dédaigneux. C'est juste une cérémonie, chérie. Ils te tendent un morceau de papier. C'est ennuyeux. Caleb a traversé une période difficile ces derniers temps avec sa petite amie qui l'a quitté. Il a besoin de ce coup de pouce. Il a besoin d'être le centre de l'attention aujourd'hui. Il a besoin d'être le centre de l'attention. C'était l'histoire de ma vie. Caleb avait besoin d'une voiture, donc je n'ai pas eu d'appareil dentaire. Caleb avait besoin d'argent pour une caution pour conduite en état d'ivresse, donc ma colonie de vacances a été annulée. Caleb avait besoin d'un coup de pouce, donc ma remise de diplôme universitaire ne comptait pas. Donc, tu ne viens pas, déclarai-je, la voix plate. Ne sois pas dramatique, claqua-t-elle. Nous te célébrons aussi, en esprit. Ne viens juste pas à la maison du lac aujourd'hui, d'accord? Caleb est un peu sensible au fait que tu finisses l'université alors que lui. Eh bien, tu sais, il cherche encore sa voie.
Nous ne voulons pas lui frotter ça au visage. Il ne veut pas le drame de te voir agiter ton diplôme. Je ne l'agite pas, maman. Je l'ai mérité. Reste juste en ville, Joshua. Offre-toi un bon déjeuner. Nous t'enverrons une carte. Je dois y aller. Les traiteurs sont là. Clic. Elle a raccroché. Juste comme ça, je me tenais dans ma petite chambre de dortoir vide, tenant un téléphone mort. Je n'avais personne. Mes colocataires avaient déjà déménagé. Mes amis étaient avec leur famille. Je suis allé à la cérémonie seul. J'ai marché sur cette scène seul. Quand ils ont appelé, Joshua Thatcher, summa cum laude, j'ai entendu des applaudissements polis d'étrangers, mais je n'ai pas vu un seul visage me chercher. J'ai scanné la foule, espérant contre tout espoir que peut-être mon père l'avait contredite. Peut-être qu'il était là, caché au fond. Mais il n'y était pas. Après la cérémonie, le campus est devenu insupportable. C'était une mer de câlins, de fleurs et de pères fiers tapant dans le dos de leur fils. Je me sentais comme un fantôme hantant une célébration dont je ne faisais pas partie. Alors, j'ai marché. J'ai marché 5 miles dans mes chaussures de ville jusqu'à ce que je trouve ce restaurant à la périphérie de la ville. Je ne voulais pas aller dans un restaurant chic. Je ne pouvais pas me le permettre, et je ne voulais pas la pitié d'un serveur en smoking. Donc, j'étais là, chez Jerry's Dîner. J'ai commandé un burger et des frites. La serveuse, une femme âgée bienveillante nommée Marge, avait regardé ma tenue puis la banquette vide en face de moi. « Juste toi aujourd'hui, mon chou ?» demanda-t-elle, son stylo planant au-dessus de son bloc-notes. « Juste moi ?» dis-je en regardant la table. « Juste moi. » Je pouvais sentir des yeux sur moi. De l'autre côté de l'allée, il y avait une grande table. Une famille. Une vraie famille. Il y avait un homme âgé dans un costume gris élégant, une femme aux yeux gentils et aux cheveux argentés parfaitement coiffés, un jeune homme de mon âge environ, et une jeune femme qui riait à quelque chose que le père avait dit. Il ressemblait à une image sortie d'un magazine. Il mangeait du steak et des œufs, buvait du jus d'orange, célébrait quelque chose. Il dégageait une sorte de chaleur qui me glaçait jusqu'aux os parce qu'elle soulignait exactement ce que je n'avais pas. J'ai essayé de me faire petit. J'ai resserré la toge de fin d'études autour de moi, souhaitant l'avoir enlevée, mais je n'avais nulle part où la mettre. C'était ma seule armure. J'ai croqué dans une frite, mais elle avait le goût du carton. Ma gorge était trop serrée. J'ai pensé à Caleb sur le bateau en ce moment. Probablement en train de boire une bière, de rire, de raconter une histoire exagérée sur un emploi qu'il a presque obtenu. Mes parents seraient en train de rayonner vers lui, lui tendant une autre part de gâteau, oubliant complètement que leur autre fils venait d'accomplir la seule chose qu'il disait impossible pour notre famille. J'ai senti une vibration dans ma poche. J'ai sorti mon téléphone, un texto de ma tante Patricia, vu les photos de la fête au lac sur Facebook. « Où es-tu ? Pourquoi n'es-tu pas sur la photo ? Joyeuse remise de diplôme, chérie. » J'ai fixé l'écran. Ils avaient déjà posté des photos. J'ai ouvert Facebook contre mon meilleur jugement. Et c'était là, un selfie de ma mère et Caleb. Caleb portait des lunettes de soleil et tenait un gobelet rouge. La légende disait, célébration de mon bébé. Si fier de l'homme qu'il devient. Pas un mot sur moi. Pas une mention. Ce n'était pas seulement qu'il l'avait choisi. C'était qu'il m'avait effacé. J'ai posé le téléphone sur la table avec un peu trop de force. La bouteille de ketchup a vibré. J'ai mis ma tête dans mes mains, prenant une profonde inspiration tremblante. Je voulais juste disparaître. Je voulais payer ma facture, retourner dans mon dortoir vide, faire mes valises et conduire quelque part, n'importe où sauf chez moi. J'avais $400 sur mon compte en banque et un diplôme. C'était tout. Excusez-moi, fils. La voix était profonde, résonnante et calme. Elle m'a fait sursauter. J'ai levé les yeux, essuyant rapidement mes yeux avec le dos de ma main. Debout à côté de ma banquette se trouvait l'homme âgé de la grande famille de l'autre côté de l'allée. De près, il était encore plus intimidant. Il avait une mâchoire forte, des yeux bleus perçants, et il se tenait avec une autorité qui criait le pouvoir. Mais son expression n'était pas pitoyable. Elle était curieuse. « Je ne voulais pas vous déranger, dit-il,
faisant un geste vers le siège vide en face de moi. Mais ma femme, Eleanor, elle a remarqué la toge et la toque. C'est le grand jour aujourd'hui. J'ai avalé difficilement, essayant de trouver ma voix. Ouais. Oui, monsieur. Je viens de finir. Architecture, n'est-ce pas? Il pointa la couleur dorée du gland. Ou ingénierie? Architecture, dis-je, surpris qu'il sache. Il hocha la tête avec appréciation. Majeur difficile. Nuit tardive. Beaucoup de caféine. Il regarda le siège vide en face de moi, puis scanna le restaurant comme s'il cherchait quelqu'un qui pourrait être aux toilettes. Quand il réalisa qu'il n'y avait personne, son regard revint vers moi, plus doux cette fois. Vous attendez quelqu'un? J'aurais pu mentir. J'aurais dû mentir. Il aurait été plus facile de dire qu'ils garaient la voiture ou qu'ils étaient aux toilettes. Mais quelque chose dans la présence de cet homme, la façon dont il me regardait dans les yeux comme si j'étais un égal, a brisé mes défenses. Non, monsieur, dis-je, ma voix se brisant légèrement. Ils n'ont pas pu venir. Ils n'ont pas pu venir? Il haussa un sourcil. À une remise de diplôme universitaire? L'anniversaire de mon frère, ai-je lâché. La vérité avait un goût amer. Il voulait une fête sur un bateau. Ma mère a dit qu'il ne voulait pas le drame de ma présence. Le visage de l'homme n'a pas changé, mais ses yeux se sont assombris. Il m'a regardé pendant un long moment, étudiant mon visage, ma cravate bon marché, la façon dont mes mains tremblaient légèrement. Je vois, dit-il, et la façon dont il l'a dit m'a fait sentir qu'il voyait vraiment. Il n'a pas offert de platitude. Il n'a pas dit « Oh, je suis désolé ». Au lieu de cela, il s'est tourné légèrement et a fait signe à sa table. « Eleanor, Sarah, Daniel » a-t-il appelé. « Prenez vos assiettes. On bouge. »« Monsieur, bafouillai-je. Vous n'êtes pas obligé. »« Je sais que je ne suis pas obligé, » dit-il en tirant la chaise en face de moi et en s'asseyant. « Mais dans la famille Morrison, nous avons une règle. Personne ne mange seul un jour marquant. C'est de la malchance. » Il tendit une main à travers la table, une main qui semblait avoir construit des gratte-ciel. « Je suis Richard, dit-il. Et on dirait que vous auriez bien besoin d'un meilleur repas que ces frites. » J'ai serré sa main. Elle était ferme, sèche et chaude. « Je suis Joshua, » ai-je réussi à dire. En quelques secondes, l'isolement calme de ma banquette fut brisé. La femme, Eleanor, glissa sur le siège à côté de Richard. Elle sentait la lavande et le parfum coûteux. Les deux jeunes adultes tirèrent des chaises d'une table voisine au bout de la banquette. « Salut, Joshua » dit Eleanor, son sourire irradiant une gentillesse à laquelle je n'étais pas habitué. « Je suis Eleanor. Voici notre fils, Daniel. Et voici Sarah. » Sarah, la jeune femme, me sourit. Elle avait des yeux intelligents et un chignon décoiffé qui avait l'air chic sans effort. « Architecture, hein, dit-elle. Papa va t'interroger. Prépare-toi. »« Ignore-la, dit Richard, faisant signe à la serveuse. « Marge, apporte un menu à ce jeune homme, un vrai, et apporte une tournée de mimosa. Nous avons un diplômé à célébrer. » J'étais assis là, stupéfait. Je me sentais comme un imposteur. Ces gens étaient clairement riches. Leurs vêtements, la façon dont ils se tenaient, la confiance facile dans leur voix. C'était un monde loin des dîners chaotiques, bruyants et tendus avec lesquels j'avais grandi. « Alors Joshua, dit Richard, se penchant en arrière alors que Marge débarrassait ma triste assiette de frites. Parle-nous de ton projet final. Quelle était ta thèse? » J'ai hésité. Mes parents n'avaient jamais posé de questions sur mes cours, encore moins sur ma thèse. C'était axé sur le logement urbain durable, la réutilisation adaptative des espaces industriels. Les yeux de Richard s'illuminèrent. Pendant les 20 minutes suivantes, je n'étais pas le gamin triste avec les parents absents. J'étais un architecte. J'ai parlé de structure, de lumière, de matériaux et d'impact communautaire. Richard n'a pas seulement écouté. Il m'a mis au défi. Il a posé des questions techniques spécifiques sur les murs porteurs et les lois de zonage. « Tu connais ton sujet ?» dit Daniel en prenant une bouchée de son toast. Papa déchire généralement les nouveaux diplômés en 5 minutes. Attendez.
J'ai regardé Richard. Vous êtes architecte aussi? Richard sourit. Un petit tic modeste de ses lèvres. J'ai touché à tout. J'ai dirigé une société de développement pendant 40 ans. Retraité maintenant. Touché à tout surtout, renifla Sarah. Il a construit la moitié de la skyline de Chicago. Joshua. Ma mâchoire a failli tomber. J'ai regardé Richard avec de nouveaux yeux. Ce n'était pas juste un étranger gentil. C'était un titan de l'industrie dans laquelle j'essayais de percer. Et j'étais assis là dans une toge en polyester à manger des pommes de terre rissolées avec lui. Au fur et à mesure que le repas avançait, la conversation est revenue sur ma famille. Eleanor, avec son intuition maternelle, a doucement sondé la blessure. « Tu as dit que tes parents sont à une fête sur un bateau ?» demanda-t-elle doucement. « Ton frère est plus jeune ?»« Plus vieux » dis-je en regardant mon café. 3 ans de plus. Caleb. Et ils ont privilégié son anniversaire à ta remise de diplôme. Il y avait une fermeté dans sa voix maintenant. C'est compliqué. J'ai menti. Ce n'était pas compliqué. C'était simple. Caleb a toujours été le centre d'attention. Il est charismatique. Il a besoin de beaucoup de soutien. Mes parents, Linda et Robert, ils ont l'impression que je suis le fort. Je n'ai pas besoin d'applaudissements. Tout le monde a besoin d'applaudissements, Joshua, dit Eleanor fermement. Le barrage a rompu. C'était peut-être le champagne. C'était peut-être la gentillesse des étrangers. Mais j'ai commencé à parler. Je leur ai parlé des années passées sur la touche. Et puis je leur ai dit le secret que je portais depuis 4 ans. La chose qui faisait le plus mal. Ce n'était pas juste la fête. Aujourd'hui, dis-je, ma voix tombant à un murmure. Quand j'ai été accepté dans cette université, je suis allé à la banque pour retirer l'argent du fonds universitaire que mon grand-père m'avait laissé. Il l'avait commencé à ma naissance. Il était censé y avoir environ 25 000 $, assez pour mes 2 premières années. La table devint silencieuse. Le compte était vide. J'ai dit qu'il restait 40 $. Où est-il allé? Demanda Daniel, son visage se durcissant. Je suis rentré chez moi et j'ai demandé à mes parents. Mon père ne voulait pas me regarder. Ma mère. Elle a dit qu'ils avaient dû l'emprunter. Caleb avait eu des ennuis avec un accident de voiture. Il était en tort. Pas d'assurance. Et puis il voulait lancer une entreprise de revente de baskets. Ils lui ont donné l'argent de mes frais de scolarité. L'a-t-il remboursé? Demanda Sarah, bien qu'elle connaisse clairement la réponse. J'ai ri, un son sec et sans humour. Non. L'entreprise a fait faillite en 2 mois. Il a acheté un jet ski avec le reste. Alors j'ai travaillé de nuit. J'ai nettoyé des toilettes au syndicat étudiant. J'ai rangé des livres à la bibliothèque. J'ai contracté des prêts à mon nom à des taux d'intérêt terribles. Aujourd'hui, ce n'était pas seulement pour le diplôme. C'était pour prouver que je pouvais survivre sans eux. J'ai levé les yeux. Eleanor essuyait une larme sur sa joue. Richard me fixait avec une intensité presque effrayante. Sa mâchoire était serrée, un muscle tressaillant dans sa joue. Ils t'ont volé, dit Richard. Ce n'était pas une question. C'était un verdict. C'est de l'abus financier, fils. Ils ont appelé ça un prêt familial, marmonnai-je. C'est du vol, corrigea Richard. Et c'est une trahison. Il fouilla dans la poche de sa veste et sortit un portefeuille en cuir. Il en sortit une carte, un papier cartonné épais couleur crème avec un lettrage noir en relief. Il la fit glisser sur la table vers moi. Richard Morrison. Morrison & Associates. Je ne donne pas ça à n'importe qui, dit Richard. Mais je reconnais le talent quand je le vois, et je reconnais le caractère quand je le vois. Tu as du cran, Joshua. Tu es resté assis dans ce restaurant la tête haute alors que la plupart des hommes seraient rentrés chez eux pour s'apitoyer sur leur sort. Tu as payé tes études alors que ta famille te sabotait. J'ai pris la carte. Mes mains tremblaient. Viens à mon bureau lundi matin, dit Richard. 9 heures précises. Ne porte pas la toge. Porte un costume. Si tu n'as pas de costume, achète-en un. Envoie la facture à ce bureau. Monsieur, je ne peux pas.
Ce n'est pas de la charité. Il m'a coupé la parole. C'est un investissement. Je cherche un associé junior qui comprend la valeur du travail acharné. Mon fils Daniel dirige le département juridique. Sarah est en médecine, mais j'ai besoin de quelqu'un qui a l'œil pour le design. Donne-moi 1 an et je t'apprendrai tout ce que l'université ne t'a pas appris. Pourquoi, demandai-je. Pourquoi feriez-vous ça pour un étranger? Eleanor tendit la main à travers la table et couvrit la mienne de la sienne. Sa peau était douce, chaude. Parce que chérie, dit-elle, nous avons un fils aussi, et nous savons à quoi ça ressemble quand un parent est fier. Tu mérites d'être fier. J'ai regardé autour de la table. Daniel m'a fait un signe de tête. Sarah a souri, un sourire sincère et éblouissant qui a fait sauter un battement à mon cœur. Je serai là, chuchotai-je. Lundi, 9 h. Richard hocha la tête, satisfait. Il demanda l'addition. Quand elle arriva, il paya tout. Mon burger, leur steak, le champagne. Une dernière chose, Joshua, dit Richard alors que nous nous levions pour partir. J'ai attrapé ma toque sur la table. Ta famille, ceux qui ne sont pas là. Ils ont fait un choix aujourd'hui. Ils ont choisi le passé. Ils ont choisi de permettre un cycle d'échecs avec ton frère. Toi, il posa une main lourde sur mon épaule. Tu es l'avenir. Ne regarde pas en arrière. Tu ne vas pas par là. Je suis sorti de ce restaurant sous le soleil éclatant de l'après-midi. J'étais toujours seul au sens physique. Ils sont montés dans une belle berline noire et sont partis, mais pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas seul. Je me sentais vu. J'ai regardé mon téléphone. Un autre texto de ma mère. J'espère que tu as eu un bon déjeuner. Caleb a écrasé le bateau contre le quai. MDR, papa est en colère, mais on gère. Ne t'inquiète pas de passer plus tard. C'est le bazar ici. Je n'ai pas répondu. J'ai supprimé le fil de discussion. J'ai marché jusqu'à ma vieille Honda Civic, j'ai jeté ma toque de fin d'études sur le siège passager et j'ai conduit vers la ville. J'avais un costume à acheter. Les 7 années suivantes n'ont pas simplement passé vite. Elles ont filé à toute allure dans un flou de plans, de chantiers et de salles de réunion. Je me suis présenté ce lundi matin chez Morrison & Associates portant un costume que j'avais acheté dans une friperie. Il était un peu grand aux épaules, mais mes chaussures étaient cirées. Richard se fichait de la coupe de la veste. Il se souciait du feu dans mon ventre. Il ne m'a pas facilité la tâche. Être le mentoré de Richard Morrison n'était pas une promenade de santé. C'était un camp d'entraînement. Pendant les 6 premiers mois, j'ai à peine tracé une ligne. J'ai visité des chantiers. J'ai appris à parler au contremaître, à négocier avec les fournisseurs, à sentir un mauvais mélange de béton à 20 pieds de distance. Richard était dur. Il exigeait l'excellence. Mais contrairement à mon père biologique, quand je réussissais, Richard était là pour me serrer la main. Bon travail, Josh, disait-il. Maintenant, fais mieux demain. J'ai gravi les échelons d'associé junior à chef de projet et finalement à associé principal. Mon salaire est passé de la survie à la prospérité, puis à l'abondance. J'ai acheté un condo en ville. Puis je suis passé à un Penthouse. Et oui, le garçon qui conduisait une Honda Civic rouillée s'est acheté une Porsche 911. Pas pour frimer, mais parce que je le pouvais. Parce que chaque fois que je démarrais ce moteur, il rugissait un rappel que j'avais construit cette vie moi-même. Mais le plus grand changement n'était pas l'argent. C'était les gens. J'ai passé chaque Thanksgiving, chaque Noël, chaque anniversaire avec les Morrison. Je suis devenu un incontournable chez eux. Je jouais aux échecs avec Richard le dimanche. Je cuisinais avec Eleanor. Je suis devenu le meilleur ami de Daniel et Sarah. Sarah et moi avons commencé comme amis. Elle était occupée par sa résidence, devenant pédiatre, et j'étais enterré sous le travail, mais nous nous sommes liés autour de cafés tardifs et de la pression partagée de vouloir rendre le monde meilleur. 3 ans après notre rencontre dans ce restaurant, je l'ai invitée à sortir. 2 ans après ça, par une soirée enneigée à Chicago, j'ai mis un genou à terre. Quand elle a dit oui, je n'ai pas seulement gagné une fiancée. J'ai officiellement gagné la famille que j'avais déjà revendiquée dans mon cœur. Mais il restait un document. Environ 6 mois avant le mariage,
je me suis assis dans le bureau de Richard. La pièce sentait le vieux cuir et le tabac à pipe. Richard examinait des contrats. « Richard, dis-je, la voix nerveuse. Je dois te demander quelque chose. » Il regarda par-dessus ses lunettes. « Si c'est à propos de la fusion, la réponse est oui. Si c'est pour emprunter mes clubs de golf, la réponse est non. » J'ai souri. Ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est à propos des invitations au mariage. J'ai fait une pause, prenant une profonde inspiration. Je ne veux pas du nom Thatcher sur l'invitation. Je ne veux plus être Joshua Thatcher. Ce nom représente les gens qui m'ont laissé dans un restaurant. Il représente les gens qui ont volé mon avenir pour payer un jet ski. Richard posa son stylo. Il enleva ses lunettes. J'ai regardé dedans. J'ai continué, ma voix tremblant légèrement. Adoption d'adultes. C'est un processus légal. Cela couperait mes liens juridiques avec Robert et Linda. Cela ferait de moi légalement ton fils. Je l'ai regardé, terrifié par le rejet. Je sais que j'ai 30 ans. Je sais que c'est symbolique surtout, mais je veux être un Morrison. Je veux porter le nom de l'homme qui m'a réellement élevé. Richard se leva. Il contourna le lourd bureau en chêne. Cet homme qui pouvait défier les chefs syndicaux et les OPA hostiles avait les larmes aux yeux. Il m'a serré dans une étreinte qui m'a coupé le souffle. J'attendais que tu demandes, chuchota Théil d'une voix rauque. Eleanor a les papiers dans le coffre-fort. Elle espère ça depuis la 2e année. Nous sommes allés au tribunal un mois plus tard. C'était une audience simple, mais son poids était énorme. Le juge, une femme qui semblait un peu confuse par les adultes heureux et pleurant dans sa chambre, signa l'ordonnance. Je suis sorti de ce palais de justice en tant que Joshua Morrison. J'ai envoyé une copie du changement de nom légal à l'adresse de mes parents. Pas de note, juste l'ordonnance du tribunal. Je n'ai jamais eu de réponse. J'ai supposé qu'ils ne comprenaient pas ou qu'ils s'en fichaient. La vie était parfaite. Je gagnais un salaire à 6 chiffres. J'avais une famille aimante. J'étais sur le point d'épouser la femme de mes rêves lors d'un mariage qui allait coûter plus de $100 000. Que je payais entièrement moi-même. Nous avons loué un vignoble dans la Napa Valley. Nous avons engagé une équipe de traiteurs étoilés au Michelin. Cela allait être la célébration de l'amour et du succès qu'on m'avait refusé toute ma vie. Mais comme pour toutes les tempêtes, les nuages se sont rassemblés tranquillement avant que le tonnerre ne frappe. Ma famille biologique était silencieuse depuis des années. Des textos occasionnels aux anniversaires pour demander de l'argent, que j'ignorais. Un message Facebook de Caleb demandant si je pouvais lui trouver un travail, que j'ai bloqué. Je pensais être en sécurité. J'avais tort. Ça a commencé par une fuite. Ma tante Patricia, la seule personne décente de ce patrimoine génétique, avait été invitée au mariage. Je la voulais là. Elle m'avait envoyé des biscuits à l'université quand mes parents n'envoyaient rien. Mais Patricia, dans son excitation, avait posté sur le mariage royal à venir de son neveu sur son Facebook. Elle ne m'a pas tagué, mais elle a tagué le lieu, Napa Valley, la date, et elle a mentionné l'Empire Morrison. C'était tout ce qu'il fallait. Un soir, j'étais chez moi en train de revoir le plan de table avec Sarah. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Je laissais généralement aller sur la messagerie vocale, mais j'attendais un appel du fleuriste. Allô, c'est Joshua. Joshua, mon Dieu, c'est impossible de te joindre. As-tu changé de numéro? La voix m'a envoyé un frisson de glace dans le dos. C'était Linda, ma mère. Mais ce n'était pas la voix dédaigneuse et frénétique du jour de la remise des diplômes. C'était mielleux à souhait. C'était la voix qu'elle utilisait quand elle voulait emprunter de l'argent aux voisins. Linda, dis-je, mon ton tombant instantanément au zéro absolu. Comment as-tu eu ce numéro? Oh, ne sois pas bête. Tante Patricia l'a donné à ton père. Nous étions si inquiets pour toi. Nous n'avons pas eu de tes nouvelles depuis une éternité. Et puis nous voyons cette histoire d'ordonnance du tribunal. C'était quoi? Une blague? Ce n'était pas une blague, dis-je. C'était une correction. Pourquoi appelles-tu? Eh bien. Elle hésita, et je pouvais entendre le faux sanglot se coincer dans sa gorge. Tu nous manques, Josh. Vraiment.
Et nous avons entendu. Nous avons entendu que tu vas épouser un médecin et que son père est Richard Morrison, le milliardaire. Il n'est pas milliardaire. Maman, arrête ça. Mais il est riche et tu te maries à Napa. Oh, Joshua, je suis si heureuse pour toi. Nous sommes tous si heureux. Caleb disait justement hier, je parie que Josh va avoir le meilleur mariage. Nous sommes si excités de venir. Je me suis figé. Venir? Vous n'êtes pas invité, dis-je. Joshua. Sa voix s'aiguisa, le masque glissant légèrement. Nous sommes tes parents. Tu ne peux pas te marier sans ta mère et ton père. C'est contre nature. De plus, nous avons déjà réservé les vols. Nous voulons rencontrer ta nouvelle famille. Nous voulons les remercier d'avoir pris soin de toi pendant que tu te cherchais. Me chercher? J'ai failli écraser le téléphone. Je me suis trouvé le jour où vous m'avez laissé dans un restaurant. Je dis, vous n'êtes pas invité. La sécurité aura vos photos. Si vous vous présentez, vous serez escorté dehors. Tu n'oserais pas, siffla-t-elle. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi. Nous t'avons donné la vie. Vous m'avez donné un code génétique. Vous avez donné tout le reste à Caleb. En parlant de Caleb, comment va le garçon en or? Il y eut un silence. Un silence lourd et chargé. Il traverse une période difficile, dit Linda, sa voix redevenant petite. L'entreprise familiale, ça ne va pas bien, Josh. Caleb a essayé de s'agrandir et il y a des dettes, de grosses dettes. Nous espérions. Eh bien, la famille est de la famille, n'est-ce pas? Et si tu entres dans la famille Morrison, ils voudront sûrement aider leur nouvelle belle famille à se remettre sur pied. J'ai ri. C'était un son sombre et froid. Voilà. Il ne s'agit pas du mariage. Il s'agit de l'argent. Vous voulez un renflouement? Nous avons besoin d'aide. Joshua, ton père va perdre la maison. Caleb a des ennuis avec des gens malveillants. Laisse-nous juste venir au mariage. Laisse-nous rencontrer Monsieur Morrison. Je suis sûr que si nous expliquons. Non, dis-je. Ne venez pas. N'appelez plus. J'ai raccroché et bloqué le numéro. Mon cœur battait la chamade. J'ai regardé Sarah. Ils viennent. Laisse-les venir, dit Sarah, ses yeux féroces. Nous serons prêts. Les jours précédant le mariage ont été un mélange de joie frénétique et de terreur sous-jacente. Je connaissais mes parents. Je savais que non pour eux n'était qu'une suggestion. Linda vivait dans une réalité où elle était la victime et où le monde lui devait une vie. S'ils étaient désespérés, et on aurait dit qu'ils se noyaient financièrement, ils verraient mon mariage non pas comme une cérémonie, mais comme une opportunité de réseautage, une chance d'attraper un riche bienfaiteur. J'ai engagé une sécurité supplémentaire. J'ai donné au chef de l'équipe de sécurité, un ancien marine massif nommé Tony, des photos de Linda, Robert et Caleb. Il ne passe pas la porte, ai-je dit à Tony. Compris, Monsieur Morrison. Tony hocha la tête. L'entendre m'appeler Monsieur Morrison calma un peu mes nerfs, mais j'avais sous-estimé la ruse du désespoir. 2 jours avant le mariage, j'ai reçu un dossier d'un détective privé que j'avais engagé sur les conseils de Richard pour vérifier la situation de ma famille biologique. J'avais besoin de savoir à quoi j'avais affaire. Le rapport était choquant. Mon père, Robert, avait remis les rênes de sa petite entreprise d'aménagement paysager stable à Caleb il y a 3 ans. En 18 mois, Caleb l'avait coulé. Il avait utilisé les actifs de l'entreprise pour acheter des voitures flashy et investir dans une arnaque de crypto-monnaie. Il risquait la saisie de leur maison. Caleb avait des dettes de jeu. Il ne venait pas juste pour mendier. Il venait pour survivre. J'étais leur dernier ticket de loterie. Le week-end du mariage est arrivé. Le lieu était un domaine magnifique à Napa surplombant des collines de vignes. L'air sentait le jasmin et le champagne cher. Les invités arrivaient en limousine. Il y avait des sénateurs, d'autres architectes, des médecins de l'hôpital de Sarah. C'était un rassemblement de succès et d'élégance. Richard m'a pris à part le matin de la cérémonie. Nous étions sur le balcon de la suite nuptiale, regardant les chaises blanches disposées sur la pelouse. « Ça va, fiston ?» demanda-t-il. « J'attends que l'autre chaussure tombe, ai-je admis. »
Je sais qu'ils sont là. Le détective privé a dit qu'ils avaient réservé un motel 6 à environ 10 miles d'ici. Richard a ajusté ma cravate. Laisse-les venir. S'ils font une scène, ils s'humilient eux-mêmes, pas toi. Tu n'as rien à avoir honte, Joshua. Tu as construit cette vie. J'ai juste ouvert la porte. Tu l'as franchie. Ils pensent que tu paies tout, dis-je, un sourire amer sur le visage. Linda pense qu'elle peut te charmer pour payer les dettes de Caleb. Richard gloussa, un son sec. J'ai mangé des requins comme ta mère au petit déjeuner dans les années 80. Ne t'inquiète pas pour moi. Concentre-toi sur Sarah. La cérémonie était magnifique. Quand j'ai vu Sarah marcher dans l'allée, tout le reste s'est estompé. La peur, la colère, le passé, tout s'est dissous. Je n'étais plus le garçon abandonné. J'étais un homme debout, sur le point d'épouser mon égal. Quand l'officiant a demandé, « Voulez-vous, Joshua Morrison, prendre cette femme ?» Et que j'ai dit, « Je le veux », j'ai senti un poids physique quitter ma poitrine. Nous étions mari et femme. La réception a eu lieu dans un immense pavillon de verre. Lustre en cristal, groupe de jazz en direct, table chargée de nourriture gastronomique. C'était la définition du luxe. Nous étions environ 1 heure dans la réception. Les discours commençaient. Je tenais la main de Sarah, me sentant détendu pour la première fois depuis des semaines. Puis j'ai vu une agitation près de l'entrée. Tony, mon garde de sécurité, bloquait le passage de 3 personnes. Mais Linda était bruyante. Elle portait une robe trop vive, trop scintillante et clairement démodée. Caleb était dans un smoking de location qui ne lui allait pas, l'air en sueur et agité. Robert avait l'air gris et vaincu, traînant derrière eux. « Je suis la mère du marié. » Linda hurlait assez fort pour que le groupe de jazz faiblisse. « Vous ne pouvez pas m'empêcher d'entrer au mariage de mon fils. C'est illégal. Je vais vous poursuivre. » Les invités se retournaient. Les murmures commençaient. Qui sont ces gens? Est-ce que c'est le personnel? Je me suis levé. Mon instinct était de courir, de me cacher, d'être à nouveau ce gamin dans le restaurant. Mais alors j'ai senti Sarah serrer ma main. J'ai regardé Richard. Il m'a fait un signe de tête. « Laisse-les entrer, Tony », dis-je dans mon micro-cravate, qui était connecté à la sécurité. « Monsieur », demanda Tony dans mon oreillette. « Laisse-les entrer. » Je voulais que ça finisse. Je voulais que ça finisse publiquement. Je voulais qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur notre position. Linda, voyant le chemin libre, s'est pavanée dans la pièce comme si elle en était propriétaire. Elle a lissé sa robe, a mis un large faux sourire et a marché vers la table d'honneur. Caleb a suivi, ses yeux parcourant la pièce, se posant avidement sur les montres et bijoux coûteux des invités. « Joshua » s'écria Linda, ouvrant les bras comme si nous n'avions pas été éloignés depuis près d'une décennie. « Oh, mon bébé, nous avons réussi. » Le garde de sécurité était si impoli, mais nous lui avons dit, il y a sûrement une erreur. Elle a atteint la table d'honneur. Je ne me suis pas levé pour la serrer dans mes bras. Je suis resté assis, le visage de marbre. Maman, dis-je. Le mot avait un goût de cendre. Qu'est-ce que tu fais ici? Te célébrer. Elle ignora ma froideur, se tournant pour faire face à la foule. Elle attrapa un microphone des mains d'un serveur stupéfait. Bonjour à tous, annonça-t-elle. La pièce devint mortellement silencieuse. Je suis Linda, la mère de Joshua. Je sais, nous sommes un peu en retard. Notre vol a été retardé, mais nous ne manquerions ça pour rien au monde. Elle se tourna vers Richard et Eleanor, qui étaient assis à côté de moi. Et vous devez être les Morrison, dit-elle, sa voix dégoulinant de miel artificiel. Je veux juste vous dire merci. Merci d'avoir accueilli notre Joshua dans votre cercle. C'est si agréable de voir des familles s'entraider. Nous avons toujours dit que Joshua était spécial, n'est-ce pas, Robert? Robert hocha la tête faiblement. Et maintenant, continua Linda, gesticulant vers la salle somptueuse. Voir tout ça, ce beau mariage que vous avez payé, ça me réchauffe le cœur. Vraiment. Ça montre à quel point vous êtes généreux. La pièce était silencieuse. Maladroitement, douloureusement silencieuse.
Linda pensait qu'elle charmait la salle. Elle pensait qu'elle préparait le terrain pour la demande. Elle se tourna vers moi. Joshua. Caleb est si heureux pour toi aussi. Fais un câlin à ton frère. Caleb s'avança, sentant l'eau de Cologne où bon marché et la cigarette rassie. Et, frangin. Joli endroit. Ça doit être sympa d'épouser une riche, hein. C'était ça. C'était l'étincelle. Je me suis levé. Mais avant que je puisse parler, Richard s'est levé. Il n'avait pas besoin de microphone. Sa voix, rôdée dans les salles de conseil et les chantiers de construction, portait jusqu'au fond de la salle. « Excusez-moi, madame, dit Richard. » Il contourna la table pour se tenir face à face avec Linda. Il la dominait. « Je pense qu'il y a un malentendu, dit Richard calmement. »« Oh, pas de malentendu, sourit nerveusement Linda. Nous sommes juste une famille qui se connecte avec une famille. »« Vous n'êtes pas de la famille, dit Richard. » La température dans la pièce chuta de 10 degrés. « Vous êtes des étrangers qui se sont incrustés à un événement privé. Et concernant votre commentaire sur le fait que j'ai payé ce mariage. » Richard se tourna vers la foule, puis revint vers Linda. « Je n'ai pas payé ce mariage, dit Richard clairement. Je n'ai pas dépensé un centime pour cet événement. » Linda cligna des yeux, confuse. « Mais regardez ça. Les fleurs, le lieu. Joshua ne pouvait pas se permettre ça. Il est. Eh bien, il est Joshua. Joshua, dit Richard, plaçant une main sur mon épaule, est l'un des meilleurs architectes du pays. Il est associé principal dans mon cabinet. Il gagne un salaire qui le place dans le top 1% de cette nation. Il a acheté sa propre maison. Il conduit sa propre Porsche. Et il a payé chaque fleur, chaque verre de champagne et chaque steak que vous voyez dans cette pièce. La mâchoire de Linda tomba. Elle me regarda, les yeux écarquillés. Quoi? Tu as de l'argent? Oui, maman, dis-je en m'avançant. J'en ai. J'ai travaillé pour ça. J'ai travaillé pendant que vous achetiez des jet skis. J'ai travaillé pendant que vous organisiez des fêtes auxquelles je n'étais pas invité. J'ai travaillé pendant que vous voliez mon fonds universitaire. Un halètement traversa la pièce. Je n'ai pas volé. Linda commença à faire marche arrière. Tu l'as volé. Je l'ai coupé. 20 000 $ pour acheter un bateau à Caleb. Un bateau qu'il a écrasé. J'ai regardé Caleb. Et maintenant tu es là. Pas parce que tu m'aimes, mais parce que tu es fauché. Je suis au courant pour l'entreprise, Caleb. Je suis au courant pour les dettes. Le visage de Caleb devint rouge. Ferme-la. Tu penses que tu vaux mieux que nous. Je pense que j'en ai fini avec vous, dis-je. Vous n'êtes pas les bienvenus ici, tout comme je n'étais pas le bienvenu à la maison du lac. La révélation resta suspendue dans l'air comme la fumée après une explosion. Ma famille biologique se tenait exposée sous les lustres en cristal. Pendant des années, il s'était raconté une histoire. Joshua est le perdant. Joshua est l'ingrat. Caleb est la star. Maintenant, cette histoire se brisait en temps réel. Linda regarda de moi à Richard, puis aux invités. Elle vit le dégoût sur leur visage. C'étaient des gens qui avaient réussi, des juges, des médecins, des millionnaires autodidactes. Ils reconnaissaient un escroc quand ils en voyaient un. Mais Linda avait une dernière carte à jouer, la carte de la victime. Elle éclata en sanglots. Des sanglots théâtraux bruyants. Comment peux-tu être si cruel, gémissait-elle en serrant sa poitrine. Nous sommes ta chair et ton sang. Nous avons fait des erreurs, oui, qui n'en fait pas? Mais nous humilier comme ça devant tous ces gens après que nous ayons fait tout ce chemin pour faire amende honorable. Elle se tourna vers Sarah. Tu es médecin, n'est-ce pas? Tu aides les gens. Dis-lui. Dis-lui qu'on ne peut pas traiter sa mère comme ça. Nous sommes sans ressources. Joshua, ton père est malade. Il a une hypertension artérielle. Le stress de perdre l'entreprise. Il pourrait mourir et tu as tout ça. Elle agita la main vers la pièce. Tu as des millions et tu n'aideras pas ton propre frère qui se noie. Sarah se leva. Elle ressemblait à une reine dans sa robe blanche. Elle contourna la table et se tint à côté de moi.
Elle ne regarda pas Linda. Elle me regarda. Josh, dit-elle doucement. Veux-tu de ici? Non, dis-je. Sarah se tourna vers Linda. Mon mari a parlé. Et concernant ma profession, je soigne des enfants malades, Madame Thatcher. Je ne soigne pas des parasites. La salle éclata d'un mélange de halètement et de rire nerveux. Caleb se jeta en avant. Qui traites-tu de parasite? Espèce de pain-bêche. Tony et deux autres gardes de sécurité furent là en un éclair. Ils s'interposèrent entre Caleb et Sarah, formant un mur de costumes noirs et de muscles. Ne fais pas ça, avertit Tony, sa voix basse et dangereuse. Robert, mon père, parla enfin. Il sortit de derrière sa femme. Il paraissait plus vieux que son âge, usé par une vie à permettre les délires de sa femme et de son fils. Joshua, dit-il, la voix tremblante. S'il te plaît. Nous perdons la maison le mois prochain. Si nous ne trouvons pas 50 000 $, nous sommes à la rue. Caleb. Il a pris de mauvaises décisions, mais c'est ton frère. Si tu pouvais juste. Un prêt. Nous te rembourserons. J'ai regardé mon père. J'ai cherché de la colère dans mon cœur, mais je n'en ai pas trouvé. Tout ce que j'ai trouvé, c'était de la pitié et de l'indifférence. Tu avais le choix, papa, dis-je. Il y a 10 ans, tu aurais pu me défendre. Tu aurais pu dire, non, Linda, nous allons à la remise de diplôme de Joshua. Tu aurais pu les empêcher de prendre mon fonds universitaire. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es resté assis dans la voiture. Tu es resté silencieux. Je voulais juste la paix, chuchota Robert. Tu voulais le silence, pas la paix, les jeux corrigés. Et maintenant tu l'as. Tu as privilégié le confort de Caleb sur mon avenir à chaque fois. Maintenant, Caleb peut arranger ça. Il ne peut pas, hurla Linda. Il n'a pas d'argent. Alors il devrait trouver un travail, dis-je calmement. J'ai entendu dire que le restaurant de Jerry embauche des plongeurs. J'ai commencé en nettoyant des toilettes, tu te souviens? Ça forge le caractère. Espèce de sale morveux ingrat, cria Caleb, se débattant contre le garde de sécurité. J'aurais dû te tabasser plus quand on était gamin. Sortez-les, ordonna Richard. Il n'a pas crié, mais sa voix a coupé à travers le bruit comme une lame. Maintenant, la sécurité est intervenue. Ils ont attrapé Caleb par les bras. Ils ont guidé une Linda en sanglots et un Robert sous le choc vers la sortie. Ce n'est pas fini, hurla Linda alors qu'elle était traînée au loin. Tu nous dois. Tu nous dois, Joshua. Je les ai regardés partir. J'ai regardé les portes se refermer derrière eux. Le silence qui a suivi était lourd, mais ce n'était plus gênant. C'était le silence d'une tempête qui passe. J'ai regardé la foule, mes amis, mes collègues, ma vraie famille. Je m'excuse pour l'interruption, dis-je dans le microphone, ma voix stable. Nous avons eu des invités non invités. Mais comme mon père, Richard, m'a appris. On ne peut pas laisser le passé ruiner l'avenir. J'ai levé mon verre. À la famille que nous choisissons. À la famille que nous choisissons, rugit la salle en retour. Richard me tapa dans le dos. Fier de toi, fiston. C'était définitif. J'ai eu l'impression que j'allais vomir, admis-je doucement. Mais tu ne l'as pas fait, sourit Richard. Tu t'es tenu droit. Maintenant va danser avec ta femme. Le reste du mariage a été un flou de joie. Nous avons dansé jusqu'à 2 heures du matin. J'ai ri plus pendant ces heures que je ne l'avais fait au cours des 20 premières années de ma vie. L'ombre des Thatcher avait finalement été exorcisée. Ils avaient vu la vérité, et la vérité les avait brûlés. Le lendemain matin, alors que Sarah et moi prenions le petit déjeuner sur la terrasse de notre suite nuptiale, mon téléphone a vibré. C'était un texto d'un numéro inconnu. J'ai supposé que Linda avait emprunté un téléphone. Nous sommes à la gare routière. Nous n'avons pas assez d'argent pour les billets de retour. S'il te plaît, Joshua, juste 200 $. Nous sommes tes parents. J'ai regardé le message. J'ai regardé la vue sur le vignoble. J'ai regardé ma belle femme beurrer un croissant. J'ai pensé aux 200 $. Je les avais. Ce n'était rien pour moi maintenant.
Je pouvais les envoyer par Venmo en 10 secondes. Ce serait la chose facile à faire. Cela me ferait sentir comme le bon gars. Mais ensuite, je me suis souvenu du restaurant. Je me suis souvenu de la toge de fin d'études. Je me suis souvenu du compte bancaire vide. Si j'envoyais cet argent, je leur disais que leur comportement fonctionnait. Que s'ils criaient assez fort, poussaient assez fort, culpabilisaient assez, je craquerais. J'ai tapé une réponse, appelez Caleb. Peut-être qu'il peut vendre le jet ski. Puis j'ai bloqué le numéro et éteint mon téléphone. Tout va bien, demanda Sarah, remarquant mon expression. Parfait, dis-je. Je vide juste le dossier spam. C'est le moment qui a tout changé, quand j'ai enfin repris le contrôle de ma vie. Merci d'avoir été patient et d'avoir marché avec moi jusqu'à ce point. Vous êtes incroyable. Aidez-moi s'il vous plaît en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ci-dessous pour que je sache que vous êtes resté avec moi jusqu'ici. Cela aide non seulement plus de gens à trouver l'histoire, mais cela me permet de savoir que mon expérience signifie quelque chose pour vous. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de partager le reste de ce voyage. Une semaine plus tard, nous étions de retour de notre lune de miel. J'étais de retour au bureau. La vie continuait. J'ai eu des mises à jour par la bande, principalement par tante Patricia. La banque a saisi la maison de mes parents un mois plus tard. Ils ont dû emménager dans un petit appartement de location dans un mauvais quartier de la ville. La voiture de Caleb a été saisie. Il a évité la prison pour des temps déclarant faillite, mais son crédit était ruiné. Il travaillait maintenant dans la construction, un travail d'ouvrier qu'il détestait, se plaignant à qui voulait l'entendre que son frère riche l'avait arnaqué. Linda passait son temps à poster des citations vagues et passives-agressives sur Facebook à propos d'enfants ingrats et de karma, mais personne n'aimait les publications. Les gens de notre ville natale avaient entendu l'histoire. Ils savaient ce qui s'était passé au mariage. Le moulin à rumeurs de la petite ville a pour une fois fonctionné en ma faveur. Les Morrison étaient respectés. Les Thatcher étaient exposés comme des sangsues. Je ne leur ai plus jamais parlé. Parfois, les gens me demandent si je le regrette. Ils demandent si mes vrais parents me manquent. Je leur dis que j'ai mes vrais parents. À Thanksgiving dernier, 5 ans après le mariage, nous sommes retournés chez Jerry S. dîner. C'est une tradition maintenant. Moi, Sarah, notre fille de 2 ans, Eleanor, nous l'avons nommée d'après maman, Richard et l'aîné Eleanor. Nous avons pris la grande banquette, celle où les Morrison s'étaient assis ce jour-là. Je mangeais un burger, riant à quelque chose que Daniel disait. Quand j'ai regardé de l'autre côté de l'allée, il y avait un gamin assis dans la cabine que j'occupais autrefois. Il avait l'air d'avoir environ 20 ans. Il portait un costume bon marché qui ne lui allait pas bien. Il avait un CV sur la table et une tasse de café. Il avait l'air vaincu. Il avait l'air seul. J'ai arrêté de manger. Le souvenir m'a submergé. Josh, Sarah a touché mon bras. Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi une seconde, dis-je. Je me suis levé. J'ai traversé l'allée. Dure journée, ai-je demandé au gamin. Il a levé les yeux, surpris. Ouais. Raté un entretien. Le 3e cette semaine. J'ai souri. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti ma carte de visite. Joshua Morrison, associé principal. Je connais ce sentiment, dis-je. Finis ton café, puis viens nous rejoindre. Mon père raconte une blague terrible et nous avons besoin d'un tampon. Le gamin a regardé la carte, puis moi, puis la table pleine de nourriture et de rire. Vraiment, demanda-t-il. Vraiment, dis-je. Personne ne devrait manger seul quand il est au plus bas. Prends une chaise. Parce que c'est ce que fait la famille. Nous construisons des tables, pas des murs. Et si la famille dans laquelle tu es né n'a pas de siège pour toi, tu sors et tu construis la tienne. La première année de mariage est censée être la phase de lune de miel. Mais pour Sarah et moi, c'était la phase de construction d'un empire. Nous ne construisions pas seulement nos comptes bancaires. Nous construisions une forteresse autour de la paix que nous avions tant lutté pour obtenir. Je me souviens d'un mardi précis en novembre, environ 14 mois après le mariage. Je me tenais au 40e étage du nouveau projet de gratte-ciel que Richard m'avait confié. C'était un développement à usage mixte, durable, vert, révolutionnaire.
Je regardais la ville à travers des vitres du sol au plafond, regardant la neige tomber dans les rues en contrebas. J'ai vérifié ma montre. C'était une Patek Philippe, un cadeau de mariage de Richard. Elle ne donnait pas seulement l'heure. Elle racontait une histoire de précision, de valeur et de longévité. 3 choses dont ma famille biologique ne savait rien. Mon téléphone a vibré. C'était tante Patricia. J'ai hésité. Patricia était la Suisse de notre guerre familiale. Elle restait neutre, mais elle était le seul conduit d'information de la friche des Thatcher vers ma réalité. Je prenais généralement ses appels parce qu'elle respectait mes limites. Elle ne passait jamais le téléphone à Linda. Elle ne demandait jamais d'argent. Et, tante Pat, répondis-je, faisant signe à mon contremaître de me donner 5 minutes. Tout va bien, Josh? Sa voix était serrée, tendue. Tu dois savoir quelque chose. Ça va passer aux nouvelles ce soir et je ne voulais pas que tu le voies là-bas en premier. Mon estomac se serra. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est papa? C'est Caleb, dit-elle. Il a été arrêté, Josh. J'ai marché vers la fenêtre, pressant mon front contre la vitre fraîche. Conduite en état d'ivresse? Non, soupira Patricia. Un son de profond épuisement. Fraude. Fraude électronique et détournement de fonds. Apparemment, cette entreprise d'investissement qu'il a lancée après la faillite de l'entreprise d'aménagement paysager. C'était une chaîne de Ponzi. Il a pris l'argent des voisins, du groupe de l'église. Il a même pris sur la succession de ta grand-mère. J'ai fermé les yeux. Je n'étais pas surpris. J'aurais dû être choqué, mais je ne l'étais pas. Caleb volait depuis qu'il avait 12 ans. Il volait mes jouets. Il volait mon mérite pour les corvées. Et finalement, il a volé mon fonds universitaire. C'était une progression naturelle. L'échelle était juste devenue plus grande. C'est grave à quel point, demandai-je. Fédéralement grave, dit-elle. Il risque 5 à 10 ans. Et Josh. Tes parents sont responsables aussi. Ils ont signé comme garant sur ses prêts commerciaux. Ils ont mis la maison en garantie pour sa caution sur une accusation précédente dont nous ne savions même pas l'existence. Ils perdent tout, déclarai-je. Ce n'était pas une question. Ils ont déjà tout perdu, chuchota Patricia. La banque a pris la maison hier. Linda et Robert sont dans ma chambre d'amis pour l'instant, mais je ne peux pas les garder ici pour toujours. Robert est. Il est brisé, Josh. Il reste assis dans le fauteuil et fixe le mur. Linda est toujours dans le déni, blâmant le gouvernement, blâmant les victimes. Je suis resté silencieux. Le vent hurlait contre le verre du gratte-ciel. Je ne te demande pas de réparer ça, dit rapidement Patricia, sentant mon retrait. Je connais ta position. Je pensais juste que tu devrais savoir au cas où ils essaieraient de te contacter depuis un téléphone de prison ou quelque chose comme ça. Merci, Pat, dis-je. J'apprécie vraiment que tu me le dises. Tu vas bien, demanda-t-elle. Je vais bien, dis-je. Et je le pensais. Je vais vraiment bien. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé la ville. Il y a 10 ans, cette nouvelle m'aurait détruit. Je me serais senti coupable. J'aurais ressenti une obligation de débarquer, d'être le héros, de prouver ma valeur en nettoyant leur désordre. Mais maintenant, je ne ressentais qu'une tristesse lointaine. C'était comme lire une tragédie dans un livre d'histoire. C'était terrible, mais ça appartenait à une autre époque. Je suis rentré chez moi ce soir-là dans notre maison de banlieue. C'était une belle rénovation moderne du milieu du siècle que j'avais conçue moi-même. Sarah était dans la cuisine en train de couper des légumes. Elle était enceinte de 6 mois. Son ventre était une belle courbe ronde sous son pull. Je me suis approché derrière elle, enroulant mes bras autour de sa taille et posant mes mains sur notre enfant à naître. Et, sourit-elle en s'appuyant contre moi. Comment était le chantier? Froid, dis-je en embrassant son cou. Et j'ai reçu un appel de Patricia. Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de l'arrestation de Caleb, de la fraude, de l'expulsion. Sarah a arrêté de couper. Elle s'est retournée dans mes bras, ses yeux cherchant dans les miens le moindre signe de fissure. « Tu veux en parler » demanda-t-elle. « Il n'y a rien à dire, dis-je.
C'est la conclusion inévitable d'une vie de complaisance. Si je leur avais donné cet argent au mariage, si j'avais payé les dettes de Caleb, cela serait arrivé quand même. Il aurait juste volé plus. Tu as raison, dit Sarah. Mais c'est normal d'être triste, Josh. C'est normal de faire le deuil des parents que tu n'as jamais eus. Je les serrai contre moi, enfouissant mon visage dans ses cheveux. Je ne les pleure pas, Sarah. Je suis juste reconnaissant. Reconnaissant que notre fille ne connaîtra jamais ce genre de chaos. Elle n'aura jamais à se demander si son fonds universitaire est en sécurité. Elle n'aura jamais à se battre pour notre amour. Elle ne le fera pas, promis Sarah. Elle va être tellement gâtée d'amour qu'elle ne saura pas quoi en faire. 3 mois plus tard, Eleanor Hope Morrison est née. C'était à 3 heures du matin un mardi pluvieux. J'étais dans la salle d'accouchement, tenant la main de Sarah si fort que je pensais que je pourrais lui casser les doigts. Quand le médecin a enfin soulevé ce minuscule paquet hurlant dans les airs, mon monde entier a basculé sur son axe. J'avais construit des gratte-ciel. J'avais gagné des millions. J'avais conduit des Ferrari et dîné avec des sénateurs. Mais rien, absolument rien, ne se comparait au sentiment de tenir ma fille pour la première fois. Elle était si petite, ses yeux étaient fermés, ses poings serrés. Je l'ai regardée et j'ai ressenti une vague de responsabilité terrifiante et écrasante. Richard et Eleanor, ma maman, étaient dans la salle d'attente. Ils sont entrés 1 heure plus tard. Voir Richard Morrison, l'homme d'acier, se dissoudre en une flaque de guimauve devant sa petite fille était un spectacle que je n'oublierai jamais. « Elle a ton menton, Joshua, » dit Richard, laissant le bébé enrouler sa petite main autour de son doigt. « Elle a les poumons de Sarah, » ai-je ri, essuyant l'épuisement de mes yeux. Quelques semaines après la naissance d'Eleanor, j'ai reçu une lettre. Ce n'était pas de Linda. C'était de Robert. Elle avait été transférée à mon bureau avec la mention personnelle et confidentielle. J'étais assis à mon bureau, l'enveloppe non ouverte dans ma main. J'ai reconnu l'écriture. Elle était tremblante, arachnéenne. Mon père avait subi un léger AVC peu après l'expulsion, une autre mise à jour de tante Patricia. J'ai débattu de la jeter, mais la curiosité, cette vieille amie dangereuse, l'a emportée. J'ai utilisé mon ouvre-lettre pour trancher le haut. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier lignée de cahiers. Joshua, je sais que tu ne liras probablement pas ceci. Je ne te blâme pas. Patricia m'a dit que tu avais une fille, une petite fille. Je voulais juste dire. Ne sois pas comme moi. J'ai passé toute ma vie à essayer de maintenir la paix. J'ai laissé ta mère tout diriger parce que j'étais trop fatigué pour me battre. Je les ai laissés te faire du mal parce que c'était plus facile que de les affronter. Je pensais que je gardais la famille ensemble. Je n'ai pas réalisé que je la laissais pourrir de l'intérieur. Caleb est en prison. Il blâme tout le monde sauf lui-même. Ta mère est assise dans la chambre d'amis de Patricia et parle de l'ingratitude du monde. Elle ne changera jamais. Mais je le vois maintenant. Je vois ce que j'ai perdu. J'ai perdu le seul fils qui est réellement devenu un homme. Je ne demande pas d'argent. Je ne demande pas à l'avoir. Je sais que j'ai perdu ce droit. Je voulais juste que tu saches que je suis fier de toi et que je suis désolé. Pas pour l'argent. Mais pour la chaise vide à ta remise de diplôme qui me hante tous les jours. Sois un bon père, Joshua. Sois le père que je n'ai pas été. Papa. Je suis resté assis là longtemps à fixer le papier. Une seule larme a roulé sur ma joue et a atterri sur l'encre, brouillant le mot au papa. Ce n'était pas le pardon. Je n'ai pas soudainement voulu me précipiter à ses côtés et le soigner. Les dégâts étaient trop profonds, les années trop longues. Mais c'était une clôture. C'était la reconnaissance que j'avais attendu 32 ans d'entendre. J'avais raison. Je n'étais pas fou. Il m'avait failli. J'ai plié la lettre et je l'ai mise dans la déchiqueteuse. Je n'avais pas besoin de la garder. Je n'avais pas besoin d'un rappel pour être un bon père. J'ai regardé la photo encadrée sur mon bureau. Moi, Sarah et bébé Eleanor. C'était mon rappel. Je suis rentré tôt ce jour-là. J'ai trouvé Sarah dans la chambre d'enfant berçant Eleanor pour l'endormir. Je me suis assis par terre à côté de la chaise à basculer, je les ai juste regardés. Dure journée, chuchota Sarah. Non, dis-je doucement. Une bonne journée.
Je vous aime vraiment, les filles. Sarah a souri, tendant la main pour caresser mes cheveux. Nous t'aimons aussi, papa. Ce mot, papa, sonnait comme une promesse. Dans les mois qui ont suivi, ma carrière a continué de s'envoler. Je suis devenu le visage de l'entreprise alors que Richard prenait sa retraite complète. Nous avons décroché le contrat pour la nouvelle bibliothèque municipale, un projet qui me tenait à cœur. J'ai insisté pour une aile dédiée aux jeunes défavorisés, avec un programme de mentorat et de bourse. Un après-midi, j'étais sur le chantier de la bibliothèque. Je portais mon casque de chantier, examinant des spécifications d'acier structurel avec l'ingénieur. J'ai vu un jeune homme travailler dans l'équipe de nettoyage. Il ne devait pas avoir plus de 19 ans. Il balayait les débris, mais toutes les quelques minutes, il s'arrêtait et regardait les plans collés au mur. Il les étudiait avec une intensité que je reconnaissais. Je me suis approché de lui. « Lecture intéressante ?» ai-je demandé. Il a sursauté, laissant presque tomber son balai. « Désolé, monsieur. Je regardais juste. Je regardais la conception en porte-à-faux. C'est vraiment cool comment vous avez distribué la charge. » J'ai fait une pause. Un gamin du nettoyage remarquant la distribution de la charge. « Tu étudies l'ingénierie ?» ai-je demandé. « J'essaie, » dit-il en regardant ses bottes. « Je prends des cours du soir au collège communautaire. Je travaille ici le jour pour payer. Mais mes parents ne sont pas vraiment là pour aider. » C'était comme se regarder dans un miroir. La faim, la fatigue, la solitude. « Comment t'appelles-tu » ai-je demandé. « Marcus » dit-il. « Eh bien, Marcus » dis-je en sortant une carte. Tout comme Richard l'avait fait pour moi toutes ces années auparavant. « Finis ton service, puis viens me voir dans la roulotte. Nous avons besoin de stagiaires qui savent lire des plans, pas juste balayer les sols. » L'expression sur son visage. Le choc. L'espoir. C'était le meilleur chèque de paie que j'ai jamais gagné. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai parlé de Marcus à Richard. Richard, maintenant fragile mais toujours aussi vif, sourit depuis son fauteuil. « Passez le flambeau » dit Richard. « C'est la seule immortalité que nous ayons, Josh. » « J'ai appris des meilleurs, dis-je en lui versant un verre de scotch. « Tu sais, » dit Richard en regardant le liquide ambré. « Les gens m'ont toujours dit que j'étais fou de donner sa chance à un gamin dans un restaurant. Ils disaient que tu étais de la marchandise endommagée. Ils disaient que le traumatisme laisse des fissures qui ne guérissent jamais. Est-ce vrai ?» ai-je demandé. « Nous avons tous des fissures, fiston. » Richard cogna son verre contre le mien. « C'est comme ça que la lumière entre. » 5 ans plus tard. La vie a un rythme maintenant. Un rythme magnifique, chaotique, épuisant et merveilleux. Eleanor a 5 ans, commence la maternelle et pose des questions sur tout. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi les chats ronronnent? Pourquoi je n'ai pas de grand-père Robert? Cette dernière était difficile. Nous l'avons fait asseoir et lui avons expliqué que parfois, les gens ne sont pas assez sains pour être dans nos vies, même si nous le souhaiterions. Nous lui avons dit qu'elle avait grand-père Richard et grand-mère Eleanor, et que c'était assez d'amour pour 10 vies. Elle a semblé satisfaite de ça. Les enfants sont résilients. Ils acceptent la réalité que vous leur présentez tant qu'elle est enveloppée de sécurité. Caleb était toujours en prison. Il lui restait 2 ans à purger. D'après ce que Patricia m'a dit, il avait trouvé Jésus à l'intérieur, mais il dirigeait aussi un réseau de contrebande de cigarettes, donc j'ai pris sa conversion avec un grain de sel. Linda vivait dans un complexe de logements subventionnés pour personnes âgées. Elle avait arrêté de se teindre les cheveux et avait commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour chats. Peut-être que les animaux étaient plus faciles à aimer pour elle que les humains. Il ne répondait pas. Il ne réussissait pas. Il ne la faisait pas se sentir petite. Robert est décédé il y a 2 ans. Je ne suis pas allé aux funérailles. C'était une décision qui a scandalisé les quelques parents restants qui me parlaient encore. « Comment peux-tu ne pas y aller ?» demandait-il. « C'est ton père. » Mais je suis resté à la maison. J'ai emmené Eleanor au parc ce jour-là. Je l'ai poussée sur la balançoire et j'ai écouté son rire. C'était mon mémorial pour lui, être présent pour mon enfant d'une manière qu'il ne l'a jamais été pour moi.
J'ai envoyé des fleurs au funérarium. Un arrangement simple de lys blanc avec une carte qui disait juste « Repose en paix ». Pas de nom. Juste la paix. Parce que c'est ce que j'avais finalement trouvé. C'était un samedi matin, la veille de la fête des pères. Je me suis réveillé tôt, avant le soleil. La maison était calme. Je suis descendu, j'ai préparé une cafetière et je me suis assis sur la terrasse arrière. L'air était vif, sentant la rosée et l'herbe coupée. J'ai pensé au voyage. Le garçon de 22 ans en toge de fin d'études, pleurant dans ses frites. L'homme de 32 ans debout à l'hôtel, terrifié que son passé ne ruine son avenir. Et maintenant, le père de 40 ans buvant du café dans une maison bâtie sur l'amour. J'ai réalisé que pendant longtemps, je m'étais défini par ce qui me manquait. J'étais le fils dont on ne voulait pas. J'étais le frère qui avait été volé. J'étais la victime. Mais je n'étais plus une victime. J'étais un survivant. Et plus que ça, j'étais un architecte. Pas seulement de bâtiments, mais de ma propre lignée. Un sou pour tes pensées ? Je me suis retourné. Sarah se tenait dans l'embrasure de la porte, enveloppée dans son peignoir en soie, tenant deux mugs. Elle était encore plus belle maintenant que le jour où je l'avais rencontrée. Il y avait des rides de rire autour de ses yeux, des mèches argentées commençant à se tisser dans ses cheveux. Je pensais juste, dis-je en prenant le mug qu'elle m'offrait. Au restaurant. On y va demain, demanda-t-elle en s'asseyant à côté de moi. Bien sûr, dis-je. C'est la tradition. La tradition du restaurant avait grandi. Ce n'était plus seulement nous. Le lendemain matin, nous avons conduit jusqu'à Géries dîner. Ça n'avait pas beaucoup changé. Les enseignes au néon clignotaient toujours. Les banquettes en vinyle étaient toujours fissurées. Mais l'atmosphère était différente parce que nous avions apporté la fête. Nous avons poussé 3 tables ensemble. Il y avait moi, Sarah et Eleanor. Il y avait Richard, utilisant maintenant une canne mais commandant toujours la pièce, et ma maman, Eleanor. Il y avait Daniel et son mari, Marc. Il y avait tante Patricia, que j'avais officiellement adoptée dans notre giron. Et il y avait Marcus, le gamin que j'avais trouvé en train de balayer le chantier. Il avait 24 ans maintenant, diplômé avec mention, je m'étais assuré d'assister à sa remise de diplôme, et travaillait comme architecte junior dans mon cabinet. Il avait amené sa fiancée, une douce fille nommée Lily. Nous avons rempli ce restaurant de bruit, de rire, de cliquetis de couverts et de passages de crêpes. J'ai regardé Marcus rire à l'une des terribles blagues de Richard, les mêmes blagues que Richard m'avait racontées il y a une décennie. J'ai vu Eleanor essayer de voler du bacon dans l'assiette de Daniel. J'ai vu Sarah me regarder avec ce regard qui disait « On a bien fait ». Marge, la serveuse qui m'avait servi ce premier jour solitaire, avait pris sa retraite il y a des années. Mais la nouvelle serveuse, une jeune fille aux cheveux violets, est venue avec la cafetière. « Vous êtes toujours la table la plus joyeuse ici », a-t-elle dit en versant ma tasse. « C'est une occasion spéciale ?» J'ai regardé autour de la table. J'ai regardé le groupe hétéroclite de personnes, certaines liées par le sang, certaines par la loi, certaines par pure circonstance et chance. « Oui, dis-je en lui souriant. C'est la fête des pères, et nous célébrons le fait que la famille ne dépend pas de l'ADN que vous partagez. Ça dépend de qui se pousse pour vous faire de la place à table. » La serveuse a souri. « C'est magnifique. Je vais apporter un supplément de crème chantilly pour la petite. » « Et pour le grand-père » a crié Richard. Pendant que nous mangions, mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti. C'était une notification de LinkedIn. Caleb Thatcher a consulté votre profil. Je l'ai fixé une seconde. Mon pouce a plané sur la notification. Je pouvais cliquer dessus. Je pouvais voir ce qu'il faisait, voir s'il était sorti de prison, voir s'il cherchait un moyen de revenir. Mais ensuite j'ai levé les yeux. Eleanor avait de la crème chantilly sur le nez et gloussait de manière incontrôlable. Richard racontait à Marcus la fois où il avait rencontré Frank Jury. Sarah tenait ma main sous la table. J'ai balayé vers la gauche. Supprimer la notification. J'ai remis le téléphone dans ma poche. Je n'avais pas besoin de regarder en arrière. Il n'y avait rien là-bas pour moi à part des fantômes. Après le petit déjeuner, nous sommes tous sortis sur le parking.
Le soleil brillait tout comme le jour de ma remise de diplôme. Mais la lumière semblait différente maintenant. Elle ne brûlait pas. Elle réchauffait. Richard s'est approché de moi pendant que j'attachais Eleanor dans son siège auto. « Tu sais » a-t-il dit en s'appuyant sur sa canne. « J'ai pensé à mon testament. »« Papa, ne fais pas ça » ai-je averti. « Tu vas vivre jusqu'à 100 ans. » Chut, il m'a fait signe de la main. « Je laisse le cabinet à toi et Daniel, évidemment, mais je mets en place un nouveau trust. » Le trust de la chaise vide. Je l'ai regardé. « C'est quoi ? » « C'est une bourse, » a dit Richard, ses yeux s'embuant. « Pour les enfants dont les parents ne se présentent pas. Pour ceux qui sont assis seuls dans des restaurants avec leur toge et leur toque. Nous allons les trouver, Josh. Et nous allons payer leur école. Nous allons leur acheter des costumes. Nous allons leur donner une place à table. » J'ai senti une boule se former dans ma gorge, de la taille d'une balle de golf. « C'est incroyable, papa. » « Tu vas le diriger, » a-t-il dit. « Tu sais quoi chercher. » J'ai hoché la tête, incapable de parler. « Tu as bien fait, petit. » Richard m'a tapoté la joue. « Tu as brisé le cycle. » Il s'est éloigné vers sa voiture. Toujours une Rolls-Royce, parce que certaines choses ne changent jamais. Je suis resté là un moment, regardant ma famille se disperser. J'ai regardé mon reflet dans la vitre de ma voiture. Je ne voyais plus le garçon effrayé et abandonné. Je voyais un père, un mari, un fils. Je suis monté sur le siège conducteur. Sarah m'a regardé. « Prêt à rentrer à la maison ?» a-t-elle demandé. « Ouais » dis-je en démarrant le moteur. « Rentrons à la maison. » En nous éloignant, j'ai jeté un dernier coup d'œil dans le rétroviseur au restaurant. Il devenait de plus en plus petit jusqu'à disparaître au tournant. J'ai laissé échapper un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis 15 ans. J'étais libre. Voilà, c'est mon histoire. C'est une longue route d'une cabine de restaurant solitaire à une salle de conseil d'administration. Mais le voyage m'a appris des leçons qu'aucun diplôme universitaire ne pourrait jamais enseigner. Si vous retenez une chose de mon expérience, que ce soit ceci, les limites ne sont pas un signe de haine. Elles sont un acte de respect de soi. Nous sommes élevés avec cette lourde attente culturelle que la famille est tout et que nous devons à nos parents une loyauté inconditionnelle simplement parce qu'ils nous ont donné la vie. Mais la biologie n'est que de la biologie. Être parent est un comportement. L'amour est une action, pas un nom. Si les personnes qui sont censées être votre port sur sont constamment la source de votre tempête, vous avez le droit de lever l'ancre et de partir. Vous n'êtes pas mauvais pour couper les ponts avec des membres toxiques de la famille. Vous n'êtes pas ingrat pour refuser d'être un paillasson. Vous ne pouvez pas guérir dans le même environnement qui vous a rendu malade. J'ai passé des années à attendre que mes parents changent, pensant que si je réalisais juste une chose de plus, si j'avais juste un peu plus de succès, ils me verraient enfin. Mais ils ne l'ont jamais fait. Parce que le problème n'était pas mon manque de succès. C'était leur manque de capacité à aimer au-delà d'eux-mêmes. Quand j'ai arrêté de mendier une place à leur table et que j'ai construit la mienne, tout a changé. J'ai trouvé Richard et Eleanor non pas parce que je cherchais des remplaçants, mais parce que j'étais enfin ouvert à recevoir un amour véritable. La famille, ce sont les gens qui se présentent. Ce sont les gens qui célèbrent vos victoires sans jalousie et vous soutiennent à travers vos pertes sans jugement. Ce sont les gens qui paient pour le mariage, pas ceux qui s'y incrustent pour chercher un prêt. Je veux vous entendre maintenant. Avez-vous déjà dû faire le choix difficile de vous éloigner de votre famille pour votre propre santé mentale? Ou avez-vous trouvé une famille choisie qui vous aime mieux que votre famille biologique ne l'a jamais fait? S'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous.